Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire consacré aux organisations hybrides et aux espaces de travail. Je suis Maroussia Kravec, chargée de mission à l'ARACT Île-de-France, qui fait partie de l'établissement ANACT, établissement qui a pour mission de promouvoir l'amélioration des conditions de travail en agissant notamment sur les relations professionnelles et sur l'organisation du travail, et de concevoir, diffuser des méthodes, des outils pour concilier durablement qualité de vie au travail et performance des organisations. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre de la 3e semaine sur le télétravail en Île-de-France, qui se déroule en ce moment même, depuis lundi jusqu'à vendredi, qui est animé par l'ARACT Île-de-France avec le soutien de l'Adriette et inscrit dans le cadre du plan régional santé-travail 4. Cette semaine vous permettra de découvrir différentes ressources sur le télétravail et les organisations hybrides, notamment un kit clé en main à destination des TPE-PME pour mettre en place le télétravail. Vous pourrez également participer à un atelier en présentiel autour du jeu Les Essentiels Télétravail, découvrir un nouveau podcast sur télétravail et de nombreuses initiatives qui ont été conduites dans les entreprises sur cette thématique. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagnée de Jean-Pierre Bouchez. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'Université Paris-Saclay, intervenant et conférencier, créateur de Planète Savoir. Et vous venez de publier un ouvrage dont on voit la couverture à l'écran qui s'intitule « Le travail et ses espaces, le pari du bien-être et de la performance » aux éditions de Buck. Marc Berthier, vous êtes expert workplace chez Cardam, qui accompagne les entreprises dans l'ensemble de leurs réflexions immobilières, tant du point de vue de l'architecture que du design d'espace ou de l'ingénierie. Et vous avez également récemment publié un livre blanc intitulé « Quel environnement de travail désirable pour demain ?» Oui, bonjour. Bonjour à tous les deux. N'hésitez pas, pour les participants, à poser toutes vos questions à Jean-Pierre Bouchez et Marc Berthier dans le chat. Nous y répondrons, ou ils tenteront d'y répondre en fin de webinaire. Alors, je vais commencer par vous poser une question à vous, Jean-Pierre. Donc, vous venez de publier cet ouvrage très complet où vous retracez notamment l'historique, l'évolution historique des espaces de travail et leur lien avec les pratiques organisationnelles et managériales. Et il y a notamment une partie qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui autour du développement de la flexibilité et du flex office, avec deux modèles sur lesquels j'aimerais revenir. Il y a le modèle ABW et le modèle NWOW ou NWO. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit et en quoi ça résonne avec les pratiques actuelles de plus en plus fréquentes de flex office? Oui, alors on a le goût des acronymes, en effet, dans ce que l'on dit là. Alors, le New Ways of Working, c'est-à-dire NWO, c'est un peu d'un nouvel esprit, une nouvelle référence en termes d'organisation du travail. Je vais y revenir dans un instant. Alors que l'ABW, c'est l'Activity Based Working, c'est une des illustrations spatiales. Donc je vais présenter ces deux très rapidement. Alors le New Way of Working, comme ça se traduit effectivement, cette nouvelle manière de travailler, c'est un peu une référence à tout ce qui est dans les organisations contemporaines en termes de flexibilité spatio-temporelle et technologique. Pour la définir de manière plus concrète, on a trois composants, 3B, Bricks, Byte and Behavior. C'est toujours des anglo-saxons. Ça fait mode qui se diffuse. Il faut traduire. Les bricks, c'est tout ce qui concerne l'aménagement des espaces de travail. Les bytes, c'est évidemment l'infrastructure technologique. Et les behaviors, c'est les comportements. Ces trois notions sont totalement liées. C'est bien cet esprit du nouvel environnement de travail technologique et flexible qui traduit effectivement cette tendance qui émerge depuis, on va dire, à peu près les années 2010 en particulier. Il y a aussi un autre acronyme, juste pour un point, c'est l'ATAWAD, c'est-à-dire Anytime, Anywhere, Any Device, qui ressemble un petit peu à ça et qui traduit un petit peu cette flexibilité générale qui est très très poussée, où on a tendance à dire en particulier que les résultats sont plus importants que la présence au bureau. Donc ça aussi, c'est une réflexion qui va dans ce sens. Alors, évidemment, il y a des critiques aussi par rapport à cet environnement, notamment est-ce que
on peut avoir une pensée réflexive importante dans ce contexte de pression et de flexibilité. Est-ce qu'on peut combiner autonomie et dépendance dans une connexion totalement permanente? C'est des débats qui ont lieu en cours et qui traduisent bien effectivement ces interrogations. Le deuxième acronyme, ABW, Activity Based Working. Alors en fait, c'est une illustration qui se développe de plus en plus des espaces dans le cadre des New Ways of Working. Il apparaît en gros depuis les années 2010. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a déjà été mis en exergue il y a très longtemps, dans les années 70, chez IBM. Alors, je développe ça dans mon bouquin, mais pour dire que on reprend souvent des idées anciennes et on les réactualise. L'idée, c'est l'activity based working, c'est un espace qui repose en gros sur les mêmes principes que le flex office, notamment les bureaux ne sont pas territorialisés, mais il s'en distingue sur deux points très très importants que je voudrais souligner. Sur un point important en particulier, c'est qu'on a des enrichissements d'espace beaucoup plus qualitatifs, beaucoup plus interactifs, je dirais plus enrichis et diversifiés. En particulier, l'idée centrale, c'est qu'on est dans la notion d'activité, c'est le maître mot, c'est-à-dire que les usagers, les salariés, les employés utilisent au cours de la journée des espaces qui sont vraiment dédiés à ces activités. Alors, on a en général ce qu'on appelle des places publiques, c'est là où on fait des réunions générales, on a des quartiers pour des petits groupes de travail qui se côtoient pour des activités de service, dans un service, la comptabilité par exemple. On a des établis, le symbole de l'établi qui se renvoie à des projets collaboratifs, ponctuels, limités dans le temps, des projets en quelque sorte. On a même des bibliothèques qui sont des petits espaces communautaires dans lesquels chacun peut accomplir des tâches ponctuelles, ou alors même des alcôves, c'est-à-dire des zones privées, et tranquilles et privées. Alors l'idée, c'est effectivement que l'activité l'emporte pour avoir effectivement des collaborations diverses, mais non pas des espaces, effectivement, des grands espaces comme des non-lieux, comme je dis dans le livre, enfin très 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 ouverts avec peu de connexion. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, et on en dira un mot tout à l'heure dans les perspectives, c'est effectivement un point important. Très bien, merci pour ces descriptions de ces deux formes d'organisation. Marc, avec Cardam, vous concevez des espaces de travail pour aujourd'hui et pour demain. Les exemples cités par Jean-Pierre semblent quand même plutôt issus de grands groupes. On l'a vu à travers, par exemple, ce qui était indiqué pour IBM. Qui sont souvent à l'initiative, en effet, de nouvelles formes organisationnelles. Est-ce que vous avez quand même des demandes issues de PME? Et si oui, est-ce que vous pouvez illustrer des demandes d'accompagnement, en particulier sur la question du flex office, en lien avec une organisation hybride présentielle distancielle? Oui. Ce qui est intéressant, c'est que Jean-Pierre parle d'IBM, mais quand on regarde l'histoire d'IBM, c'est une toute petite équipe de 20 personnes. Oui. Et donc, c'est là où on peut dire finalement, aujourd'hui, les PME vont se saisir du sujet à peu près autant que les grands groupes. Alors, pourquoi autant? Parce qu'elles ont des salariés qui vivent dans le même contexte sociétal, qui regardent à peu près les mêmes informations, qui ont les mêmes attentes par rapport au télétravail. Et donc là, il y a une étude de Jean Jaurès qui est sortie récemment qui dit dans les PME, c'est 74% des salariés qui veulent faire du télétravail versus 80% dans les grands groupes. Il y a une petite différence, mais ça reste tout de même une grande majorité dans les deux cas qui souhaitent faire du télétravail. Donc, c'est un sujet plutôt sociétal qui va se retrouver dans l'ensemble des organisations. Les PME vont y répondre. D'ailleurs, nous-mêmes, chez Cardam, on est une grosse PME, mais on a différents sites et on a eu cette réflexion aussi. On a des sites de 20 personnes, on a des sites d'une centaine de personnes, des sites le plus gros fait 300 personnes. Voilà, comment on adapte ces différentes tailles de sites. Et ça, je pense que c'est un point important de se dire que finalement, PME et grands groupes vont se poser les mêmes questions. D'une manière opérationnelle, ce qu'on observe, ce qui va changer, c'est plutôt des différences liées au projet et à la structure de la PME, parce que notamment, on imagine que dans une PME, on n'aura pas exactement la même gouvernance, donc on aura peut-être plus de proximité avec les équipes dirigeantes. Alors, je dis peut-être parce que parfois aussi, on a des surprises dans ce type de structure.
On a aussi des jeux d'acteurs qui peuvent être légèrement différents que pour un grand groupe. Notamment, ça arrive souvent que dans le cadre d'un projet de PME, on soit sur un projet dans le même temps de capitalisation de la part de l'équipe dirigeante, donc qui va monter une SCI, qui va monter une opération pour la louer à l'entreprise, à son entreprise, puisqu'on est souvent sur un patron propriétaire. Et donc là, il y a un rapport aussi assez particulier à l'espace et à l'immeuble de bureau. Et le troisième point qui va changer entre un grand groupe et une PME, ça va être aussi le niveau de professionnalisation des équipes internes, puisque dans un grand groupe, on va trouver des équipes dédiées, formées, qui sont rompues à l'exercice et qui en font régulièrement. Parce que dans une PME, eh bien, souvent, il y a un site, 2 sites, et le déménagement ou le réaménagement va être un projet un peu plus exceptionnel. Donc là, il y a un sujet aussi sur un accompagnement un peu différent. Donc pour nous, en fait, la principale différence qu'on va faire entre un grand groupe et une PME, ça va plus être de comment on l'accompagne, parce qu'on va avoir des rythmes de décision différents, on va avoir des cultures différentes, des effets de position différents, des connaissances différentes. Ce qui est aussi important et ce qui nous aide à bien accompagner des PME, c'est de se dire finalement ce qui va compter, et je reviens sur l'exemple d'IBM, c'est plutôt la taille du site. Dans les grands groupes, on déploie aussi des petits sites d'une vingtaine, trentaine de personnes. Et voilà, et là, on voit qu'on ne peut pas réfléchir de la même façon qu'un grand site. Donc, il faut faire attention finalement, et on le verra hein, sur le Flex Office, le partage, c'est plutôt, dans les statistiques, les grands groupes, mais il faut se dire que c'est plutôt les grands groupes et les grands sites, plutôt que des petits sites. Sur les petits sites, il y en a aussi, bien sûr, ça se fait, mais ça se fait totalement différemment. Aussi, il faut faire attention, on n'a pas du tout les mêmes localisations. Souvent, on va avoir des grands sites qui vont être, pour prendre un stéréotype, à la Défense ou dans un quartier d'affaires. Et quand on est une PME, on aura moins tendance à être à la Défense dans 10 000 m². On sera peut-être soit dans Paris-Centre ou soit dans une ville de première ou deuxième couronne, par exemple. Donc, ce n'est pas du tout la même question immobilière qui va se poser en fonction de la localisation, de l'endroit du bassin de vie des collaborateurs, etc. Ensuite, on va avoir des différences sur le métier. Alors là, le métier d'une façon très globale, hein, est-ce qu'on est sur un site purement tertiaire ou est-ce que sur un site mixte, pardon, dans des PME, on a souvent des sites mixtes, soit qui doivent recevoir du public, soit qui sont adossés à des laboratoires, à des ateliers de production ou à différents espaces un peu plus techniques, donc du tertiaire et d'autres activités. On va avoir aussi beaucoup de sites avec du commercial. Et la dernière chose qui va aussi impacter pour l'approche PME, c'est que le grand groupe, en général, quand il va repenser ses sites, il va s'inscrire dans un schéma directeur immobilier que la PME, étant plus petite, aura peut-être moins. Et on va faire des regroupements de sites. Et donc, on va quitter des sites pour regrouper les collaborateurs, par exemple, sur un seul site. Dans une PME, quand on a un seul site, eh bien, finalement, on va jouer dans un environnement fini, le nombre de mètres carrés étant donné, et après, ça ne va pas être la même question, on ne va pas avoir les mêmes questions d'optimisation. Enfin, on voit tout de suite que j'ai un site avant, j'ai un site après. Soit j'accueille de la croissance et je ne prends pas de site, soit je gère de la décroissance, soit je réadapte. Voilà, mais on n'a pas le même rapport à l'objet immobilier. D'accord. Et alors, quels sont les principaux écueils que vous observez aujourd'hui dans les projets des entreprises qui souhaitent justement passer en flex office, articulé à une organisation hybride, toujours présentielle, distancielle? Et éventuellement les conseils que vous auriez à donner? Les conseils. Non, les principaux écueils, c'est on a beaucoup de fantasmes qui apparaissent autour de l'environnement de travail et on lit le bureau sera un lieu de collaboration. Alors, il se trouve que pas vraiment. Le bureau va être aussi un lieu de travail, un lieu de production. On va aussi avoir beaucoup d'écueils autour de la volonté d'aller tout de suite à la solution et de se dire finalement, ce qui va se voir, ça va être le projet immobilier. Et on va très peu se poser les questions autour de comment je crée un lieu, comment je crée un collectif de travail. Et c'est vraiment la question qu'on a à cœur. Et ça va être pour moi le principal élément, c'est comment on crée un collectif de travail et comment le lieu va le traduire. Donc, en général, pour illustrer ça, on va nous demander, la question c'est combien il faut qu'on fasse de jours de télétravail, combien on va les organiser.
Et puis, on ne va pas se poser la question de qui vient quand, qui vient comment et comment on va bien se synchroniser ensemble. Donc, si on dégage un peu de ces problématiques, entre guillemets, des grands éléments, c'est qu'il ne faut pas vouloir aller trop vite. Il faut essayer de construire un nouveau collectif et il faut essayer de dépasser ce qui se voit, donc l'immobilier qui va se voir, pour essayer de mesurer l'intangible. Donc concrètement, on va avoir tendance à déployer des baromètres, on va chercher à mesurer les situations avant, les situations après, voire pendant la transformation, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire et de mesurer l'impact humain. Deuxième écueil qu'on va avoir, ça va être, on va avoir beaucoup de mal à se projeter dans le nouveau lieu, dans les nouveaux fonctionnements. En général, on va dire, dans le cas d'un projet de FlexOffice, tous les projets ne sont pas de FlexOffice. D'ailleurs, certains choisissent délibérément de ne pas le faire. Donc, ça, c'est vraiment une question de choix stratégique. La difficulté qu'on va avoir, c'est comment on va se projeter dans les nouveaux espaces. C'est très difficile de se projeter. Et quand on va parler notamment de FlexOffice, Jean-Pierre parlait de la notion de territoire, de quartier. Ça, c'est des choses qui posent beaucoup de questions, puisque quand on dit FlexOffice, tout le monde imagine des grands espaces avec 3000 personnes à perte de vue. Sachant que dans les 3/4 du temps, l'immeuble ne le permet pas et que l'organisation ne fait pas 3000 personnes. Mais c'est l'image que nous avons tous en tête. Quand on dit FlexOffice, on s'imagine je vais être perdu dans un immeuble gigantesque, alors qu'on a un plus petit espace. Et donc voilà, donc, ce qui est très difficile, c'est qu'on va avoir tendance à écouter ceux qui conçoivent et ceux qui décident dans la conception, et à ne pas prendre en compte ceux qui travaillent. Je m'explique. On va toujours demander la validation du dirigeant. Et parfois, le dirigeant, il va valider de sa connaissance du projet, qui n'est pas toujours une connaissance d'expert, parce qu'on ne lui demande pas d'être expert en immobilier et en environnement de travail. Et puis, il va juger finalement par rapport à son ressenti sur des propositions. Et le dirigeant, il a deux biais. Le premier, c'est que c'est un dirigeant, donc on sait notamment qu'il va faire moins de télétravail que d'autres, il va faire plus de présentiel. On a des études sur nos retours d'expérience de projet, on le mesure. Hein. Ce n'est pas l'âge qui joue sur le télétravail, c'est le statut managérial. Plus on est haut dans la hiérarchie, moins on fait de télétravail, plus on vient au bureau. Et donc, il va avoir tendance à penser que tout le monde raisonne comme lui par rapport à ce télétravail. Et puis, le dirigeant, il va aussi avoir une fâcheuse tendance à faire beaucoup de réunions, à être dans l'animation d'un collectif. Et donc, il va aimer traverser des bureaux qui sont, on va nous parler de ruches, donc qui sont un peu, j'ai pas envie de dire bruyants, mais qui sont pleins de vie, qui sont vibrants, on dirait en anglais. Et là, ça va être le petit challenge de lui expliquer, oui, non, tout le monde ne travaille pas d'une façon hyper interactive, tout le monde, voilà, il y a un travail de besogne qui reste à faire. Donc, il faut qu'on arrive à accompagner nos clients sur ce deuxième écueil, donc qui est les effets de position. Et le troisième, ça va être ce qu'on appelle chez nous le dieu digital, où on va se dire, finalement, on va mettre en place un FlexOffice et puis on va mettre une application. Et comme ça, dans l'application, je vais pouvoir rassurer tout le monde. Jacques pourra dire, je vais venir, il pourra réserver son bureau, il sera très précisément où il va s'installer. Mais on n'aura résolu aucun problème de comment on fait un collectif, donc qui est vraiment le premier écueil de vouloir aller trop vite et de ne pas se poser les questions. Comment on va travailler demain ensemble? Et la question de la flexibilité, finalement, est un sujet annexe. D'accord. Alors, sur la mise en place de FlexOffice, il y a quand même un élément qui ressort souvent dans les articles et dans les inquiétudes, en tout cas des salariés, autour du regret de ne plus disposer d'un espace à soi, d'un espace personnalisable ou personnalisé, avec deux éléments qui entrent en ligne de compte souvent. D'une part, il peut y avoir des problématiques de santé, par exemple, la possibilité d'avoir un bureau réglable en hauteur, un siège ergonomique, et puis des problématiques qui sont plus d'ordre psychologique autour de sa petite plante verte, les photos de ses enfants sur son écran ou son tapis de souris, bref, voilà, qui peuvent créer un environnement plus agréable du point de vue des salariés. Comment vous réagissez face à ce type de demande et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Là, on est aussi dans les fantasmes du FlexOffice, c'est qu'on s'imagine que le FlexOffice, c'est une solution bête et méchante qui s'applique à tous. Or, quand vous visitez un projet, une réalisation FlexOffice, on se rend compte que dans les 3/4, même dans 98% des cas, en fait, il y a plein de différences
Il y a des équipes qui vont avoir des espaces beaucoup plus attribués que d'autres. Certaines même vont être en poste affecté dans des zones spécifiques, d'autres vont être en affecté au milieu d'autres. Enfin, il y a plein de manières de faire cohabiter. Et, en fait, c'est un mélange de différentes positions, de modes de fonctionnement, parce qu'on est plus sur une approche de l'équité, c'est-à-dire en fonction des modes de travail, des rythmes de présence. Et ça, c'est quelque chose qui se comprend très bien d'un point de vue collaborateur. C'est une équipe de commerciaux, par exemple, dont le job est a priori d'être sur le terrain chez les clients, n'a pas les mêmes besoins au bureau qu'une équipe de comptabilité, par exemple. Bien sûr. Voilà 2 exemples où on se dit, ça s'explique. Et si on a une approche équitable, eh bien, on se rend compte qu'il y a plein de différences. Par rapport à la question sur la prise en compte des besoins spécifiques, c'est une sous-partie finalement de cette équité. Si il apparaît que Martine ou Paul a besoin d'un poste avec une chaise ergonomique très spécifique, un écran très spécifique, etc., on lui fera et il l'aura dans un flex office. Et il y a même certains, pour faire des environnements vraiment inclusifs, qui vont avoir tendance à lui offrir à Paul différents postes, c'est-à-dire un poste en flex office dans l'espace calme, un poste en flex office dans l'espace collaboratif, pour qu'il puisse lui aussi profiter des avantages de cette solution. Donc la médecine, enfin les points de vue ergonomiques sont pris. On peut aussi noter qu'en général, on peut avoir une forme d'amélioration sur certains points. Notamment, ça va être un des critères pour convaincre l'équipe projet, l'équipe de direction, que des postes réglables en hauteur électriquement pour pouvoir travailler debout, par exemple, peuvent être intéressants. Ça va être une contrepartie, entre guillemets. Il y a moins de postes, mais ils vont être plus qualitatifs. D'accord. Le troisième point sur l'expérience psychologique j'ai la photo de ma belle-mère ou de mes enfants est un point important. Des enfants plutôt. Oh, la belle-mère, c'est pas... Donc, cette photo des enfants, on l'entend. Et ce qui est intéressant, c'est que ça pose la question de comment on fait lieu. Et je vais répondre par une métaphore. Je vais revenir à ma belle-mère. Il se trouve que tous les ans, elle loue le même mobil-home dans le même camping et elle considère que c'est chez elle. Pourtant, c'est un lieu qu'elle partage. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, en fait, travailler le lieu, y avoir des expériences, y avoir des souvenirs, c'est ça qui va lui donner de l'épaisseur et qui va éviter le non-lieu qu'évoquait Jean-Pierre. Et donc, il y existe des autres manières de faire lieu que de coloniser l'espace par des photos d'enfants. Alors, ça répond pas à la perte, j'ai plus la photo de mon enfant à côté de mon ordinateur, mais ça montre que c'est pas le fait de s'approprier un espace physiquement en laissant des objets partout qu'on va s'y sentir bien. On peut s'en sentir bien dans des espaces où on est de passage, où on va avoir ses rites. Et donc, quand on va concevoir des bons environnements de flex office, il faut qu'on fasse en sorte que les équipes puissent avoir des rites dans les espaces pour qu'elles se les approprient par leurs usages et se créent notamment des souvenirs collectifs. Ah. On a perdu Maroussia. Maroussia, on ne vous entend pas. Alors, je ne sais pas si c'est nous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant ça va. C'est bon? Oui. Bon, voilà, donc j'ai un petit souci technique avec mon micro. J'espère que tout le monde nous entend également. Oui. Donc, je repose ma question, Jean-Pierre. Dans les analyses d'accords télétravail que nous réalisons au niveau de l'ANACT et de l'ARACT Île-de-France, on a observé très peu d'accords mentionnant, en tout cas pour l'instant, très peu d'accords mentionnant les tiers-lieux ou les espaces de coworking, donc qui sont encore peu présents dans les accords télétravail d'entreprise. Que disent vos travaux sur ces questions de tiers-lieux et d'espaces de coworking? Est-ce que vous pouvez d'abord nous les définir et éventuellement nous indiquer un peu les tendances que vous voyez apparaître dans les espaces de travail de demain? Oui, alors peut-être un micro-rappel historique parce que c'est intéressant. La notion de tiers-lieu est venue à la suite des travaux d'un sociologue qui s'appelle
Ray Oldenburg, qui a écrit un bouquin en 1989, mais qui se réfère justement dans les espaces, dans les villes américaines en particulier, le besoin de trouver entre le travail et le domicile des interactions. Alors ça peut être aussi bien dans des cafés shops, des bars, des librairies. Donc il y a cette notion, c'est l'origine de la notion en quelque sorte. Hein. Alors évidemment, ça maintenant, ça a beaucoup évolué et aujourd'hui on a effectivement, je vais y revenir, de nombreux tiers-lieux qui sont des espaces hybrides, ouverts, et qui, on le verra, abritent aussi bien des grands groupes que des start-upers et que des PME. Je vais y revenir. Alors, le coworking, c'est un petit peu différent, mais on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est aussi très discutable, mais c'est un concept qui est apparu encore une fois aux États-Unis, précisément à San Francisco en 2005, et c'était surtout des technologies, des gens, des programmeurs, des créateurs qui se réunissaient dans une ambiance un petit peu conviviale. Bon. Aujourd'hui, on a en gros deux familles de coworking, d'espaces de coworking, pour simplifier. On a effectivement un positionnement, je dirais, type WeWork, Rezus et quelques autres, où c'est vraiment une approche d'espace libéral, on paye, on s'installe, notamment dans les grandes villes. Et puis, on a une logique plus communautaire, je dirais, qu'on trouve cette fois-ci plus dans les territoires, qui est plus proche de la notion de tiers-lieu, où effectivement, ce sont plutôt des gens de territoire qui essaient de se regrouper pour faire des choses intéressantes, des interactions collectives. On a aussi, pendant qu'on y est, ce qu'on appelle des espaces de corpo-working. Alors ça, c'est aussi une chose à signaler. Orange a été le premier dans cette catégorie. C'est de créer effectivement un espace de coworking au sein d'un grand groupe qui accueille, d'une part, pour faire un petit peu bouger les lignes en quelque sorte, d'une part quelques salariés de ce groupe, mais aussi des gens de l'extérieur, des start-upers, voire des clients, etc., de manière un petit peu à créer des synergies prometteuses. Hein, donc c'est aussi un élément important. Alors, bon, les deux éléments, les deux termes sont assez proches. On dira simplement que dans un tiers-lieu, il y a plus d'animation collective, hein, si on devait faire une petite différence. Alors, votre deuxième question, c'était la montée générale. Alors, pour poursuivre votre question, Marussia, on observe dans toutes les études une montée générale de ces espaces de coworking en Île-de-France, aussi bien à usage de grands groupes, qui d'ailleurs relouent quelques secteurs particuliers, enfin des espaces particuliers. Je pense à Thales, je pense à Renault, je pense à des boîtes américaines aussi, que des PME. Alors, l'avantage des PME, effectivement, dans l'usage de ces coworking, il y a plusieurs avantages intéressants. D'abord, on se concentre sur son métier, sur son business, c'est-à-dire qu'on n'a plus de tâches quotidiennes du type achat, ménage, lourdeur administrative. Donc ça, c'est un élément très, très important. Deuxième avantage qui est relevé par les utilisateurs, les PME et les TPE, c'est qu'il n'y a plus d'engagement à long terme. Vous savez, les fameux bails, 3 ans, 6 ans, 9 ans, 9 ans, mais alors on a plutôt des contrats de courte durée qui sont avec des choix préférentiels plus flexibles, et on peut effectivement, avec des préavis de courte durée, en sortir le cas échéant. Je dirais qu'il y a aussi un autre avantage quand même important, c'est que les tiers-lieux sont devenus des espaces de plus en plus qualitatifs, hein, en termes de ressources, en termes d'environnement, donc ils sont plus attractifs, plus inspirants, et effectivement ça permet de donner un confort et notamment d'attirer les jeunes, parce que vous savez que souvent les PME ont du mal à attirer des jeunes, et c'est un environnement qui est tout à fait favorable. Alors, je crois, Marussia, tu m'as posé une question, je ne sais plus, tu me le reprécises, sur les espaces, la tendance des espaces de travail de demain, ou c'est après? J'avoue que je... On va y revenir sur la question des tendances. Là, c'était plutôt ce que vous avez au niveau tiers-lieu, espace de coworking. On y reviendra sur la question des Pas de problème. OK. Alors, je vais interroger Marc sur cette même question, justement, sur l'intégration finalement de tiers-lieux dans les demandes des entreprises. Par exemple, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des entreprises, Marc, qui vous sollicitent dans la création d'un espace intégré à un triptyque qui serait le bureau, espace collectif,
un tiers-lieu et le domicile des collaborateurs. Est-ce que c'est quelque chose qui apparaît dans vos demandes? Et si c'est le cas, en quoi ça peut éventuellement impacter ou pas votre conception des espaces de travail? Oui, alors, ce sont en effet des choses qui apparaissent et ça montre. Alors nous, pour répondre correctement, je vais juste rappeler que nous, notre métier, c'est de produire des espaces. Hein. Donc, chez Cardam, on est concepteur avant tout d'espaces et on les délivre. Et donc, quand on nous appelle, en général, cette question est résolue. Dans certains cas, elle ne l'est pas. On a toute une petite équipe qui s'occupe de travailler sur ce genre de thématique. Et en fait, quand le projet immobilier arrive, cette question est souvent déjà répondue et on se rend compte que c'est une question qui s'intéresse plutôt à la direction générale plus qu'à l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des réflexions sur les conditions de travail. Si on offre des positions dans des tiers-lieux, ça veut dire qu'il faut avoir analysé le bassin de vie de ses collaborateurs pour trouver le bon réseau de tiers-lieux ou de coworking à proximité qui va offrir à chacun un espace à proximité, etc. Il faut avoir acté dans son budget de fonctionnement qu'il y aura une prise en compte de ces tiers-lieux. Il faut avoir réfléchi sur l'impact que ça va avoir sur des sujets qui ne sont pas directement liés, mais qui sont finalement importants, sur les tickets restaurants, la prise en charge de l'entreprise, etc. Donc là, on a un vrai projet d'entreprise, finalement, qui va se créer autour du projet d'hybridation du travail et la prise en compte de ces tiers-lieux. Dans certains cas, on participe à cette réalisation et on va chercher à répondre à ces questions. Donc là, on est plus sur la construction de ce qu'on appelle un schéma directeur où on va peser les avantages et inconvénients de chacun de ces scénarios. Sachant que à la fin, ce qui va revenir, nous, c'est plus notre spécialité, c'est plus de créer des lieux. Et ce qu'on observe là, on va plutôt nous demander de créer des lieux. Alors quand je dis créer des lieux, donc on se souvient de la belle-mère qui loue son mobil-home. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils doivent raconter ces lieux? C'est si je permets à mes collaborateurs de travailler depuis chez eux ou depuis un coworking ou d'autres types d'espaces, qu'est-ce qui va se passer quand ils vont venir dans l'entreprise? Donc la première chose qu'on nous demande, c'est d'incarner l'entreprise. Donc on va parler d'identité de marque, de créer un effet waouh. Donc là, on va vraiment travailler sur des espaces communs. On a beaucoup de réflexions sur des nouveaux espaces serviciels qui sont intégrés au sein de l'entreprise. Et ça marche toute taille d'entreprise, PME y compris, où on va se dire que finalement, quand je vais venir au bureau, je vais venir une expérience un peu plus exceptionnelle. Voilà, puisqu'on est vraiment sur une compétition de qu'est-ce qui va se passer quand je vais venir au bureau. Une compétition entre le bureau et le domicile. Deuxième point, c'est du point de vue du collaborateur. Moi, en tant qu'individu, quand je viens au bureau le matin, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si je vais croiser Jean-Pierre parce qu'aujourd'hui, je dois travailler avec Jean-Pierre. Et je veux potentiellement m'asseoir à côté de Jean-Pierre. Donc ça, c'est des avantages du flex office, c'est qu'aujourd'hui, je veux travailler avec Jean-Pierre, donc je vais m'asseoir à côté de lui. Mais demain, je dois travailler avec Nicolas, donc je vais aller m'asseoir à côté de Nicolas. Et l'enjeu qu'on nous demande de plus en plus, c'est comment on crée des lieux de rendez-vous, comment je m'assure de pouvoir travailler avec les bonnes personnes aux bons endroits et comment je facilite la colocalisation. Donc vraiment là, on est sur comment on va créer du lieu, comment on va créer du rythme au travers des environnements. L'autre chose qui est importante, c'est qu'à partir du moment où on intègre le site, donc souvent un siège social, dans un réseau de lieux, on va avoir tendance à avoir une politique de flex office puisqu'on peut travailler à Tawada, comme l'a expliqué Jean-Pierre. Et d'une manière très pratico-pratique, ce qui est très contre-intuitif, c'est qu'on va faire des lieux qui sont relativement clos, relativement fermés. Pourquoi? Parce qu'on va avoir beaucoup d'espaces de collaboration, donc qui sont principalement des lieux fermés. Pourquoi? Parce que le bruit, aujourd'hui, les collaborateurs comprennent pourquoi on peut partager les espaces, pourquoi ils n'ont plus forcément leur poste, puisqu'ils se rendent compte que s'ils font 2 jours à la maison, ils ne sont plus beaucoup au bureau, donc peut-être ils n'ont plus besoin de leur poste. Ils se rendent compte aussi que quand ils viennent au bureau, ils ont d'autres besoins. Mais par contre, le bruit, on a toujours un vrai sujet sur l'acceptation du bruit, les enjeux du bruit. Et la flexibilité va être un moyen de travailler autrement, en diversifiant les situations de travail, et notamment en fermant les espaces. Donc on va avoir des espaces de plus en plus fermés. Quand on fait des espaces flexibles. C'est assez contre-intuitif, on s'imagine qu'on va avoir des grands espaces. Non, au contraire, on va avoir tendance à fermer les espaces, ce qui pose un certain
certain nombre de problèmes techniques, et ça, c'est un peu notre job de les résoudre. Ça correspond à une question à poser justement, les problématiques acoustiques, donc on pourra éventuellement... Oui, on peut revenir dessus. Un des points, c'est que dans ce type d'environnement, comme le dit Jean-Pierre, on est vraiment il faut chercher un lieu adapté à son activité. Et l'acoustique, les problèmes de l'acoustique, c'est des espaces trop grands où il y a trop de personnes qui font des choses différentes et qui n'ont rien à voir ensemble, pour faire court. La conversation de Jean-Pierre, par exemple, avec vous en préparation de ce webinaire, si je suis à côté et que je dois participer, me dérange pas vraiment parce que j'écoute, c'est un sujet qui me concerne. Par contre, si vous commencez à parler de la gestion financière de je ne sais quoi, ça ne m'intéresse pas du tout, ce n'est pas mon job. Et là, vous allez créer de la nuisance. Donc, il y a différents bruits. Et ensuite, il y a différentes perceptions. Il y a les jours où on est fatigué. Ces jours-là, on est plus sensible au bruit. Voilà. Donc, c'est un vrai sujet, le bruit. Et c'est pour ça que quand on conçoit ces environnements flexibles, on y attache une très grande importance. Et en général, un environnement flexible a une bien meilleure qualité qu'un open space ou qu'un environnement au bureau fermé. Alors, je dis en général parce que vous pouvez toujours trouver des exceptions. Ensuite, le deuxième point sur ces lieux qui se referment, c'est que ça va être aussi un moyen d'attractivité. On parle beaucoup de faire revenir au bureau, de donner envie. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes nous disent « Demain, je ne vais pas au bureau parce que j'ai des Teams toute la journée et je sais que ça va être la galère. » Absolument. Et sauf que quand on fait ça, en fait, on se prive d'une grande partie des collaborateurs sur site. Et certains mettent aujourd'hui en place, pour beaucoup de groupes, on met en place des bureaux individuels partagés. C'est-à-dire, en fait, c'est des pièces un peu comme celles où nous sommes tous les deux avec Jean-Pierre aujourd'hui, qui sont une salle de travail, qui font à peu près la taille d'un bureau individuel. Mais sauf qu'au lieu d'appartenir à Jean-Pierre ou à moi-même, elle est partagée à une équipe, à un immeuble, ça se définit. En général, ça va être à un plateau ou une équipe. Et on va venir s'y installer et certains vont passer la journée là-dedans. Et donc, il y a tout un jeu sur la conception de ces espaces pour faire en sorte que, quand je sois dans cet espace, je sois intégré au groupe pour que quelqu'un puisse m'envoyer un petit message sur une messagerie quelconque pour me dire « Viens, on va boire un café ou on va déjeuner ensemble » pour avoir une interaction sur site. Et ça, c'est intéressant. On a des retours d'expérience où on voit que quand on multiplie, alors en général, on multiplie par 2, voire un peu plus ces petits espaces. Et plus on en a, plus les gens reviennent. Et l'effet de bord, c'est que dans les situations où on a peu d'espace et où les gens restent chez eux pour faire des Teams, en général, ils vont faire des Teams avec des externes, puis petit à petit, ils vont faire des Teams internes. Et puis à la fin, on se rend compte que des collègues vont passer leur journée à parler avec des collègues, chacun chez soi. Et multiplier ces petits espaces, petit à petit, va faire en sorte qu'au lieu de se parler via Teams au sein d'une même société, on va finir par se parler en physique. Et on va créer de la valeur puisque on va pouvoir se parler un peu avant, un peu après le Teams, la réunion, et on va avoir ce retour de l'informel. Et l'informel est hyper important, non pas parce qu'il va permettre de créer des idées géniales tout de suite, mais parce qu'en fait, il va permettre de maintenir des climats de confiance. Il va me permettre de demander à Jean-Pierre s'il a eu un bon trajet, qu'il a regardé à la télé hier, s'il regarde la télé, et de prendre des nouvelles. Et en fait, ça va créer un bon climat. Et c'est ça qui va nous permettre de bien travailler ensemble parce qu'on va se faire confiance. Donc, c'est ça l'intérêt de faire revenir, notamment en fermant par des petits espaces, c'est de créer des lieux où on va pouvoir papoter. Il y a plein d'études qui racontent que c'est très bien de faire des espaces de reprographie très grands et assez confortables avec de la lumière parce que c'est un très bon espace pour papoter. Et c'est hyper important dans nos organisations hybrides d'avoir des lieux où on peut échanger et maintenir le lien. Ça, on le voit aussi après les confinements, quand on est tous revenus au bureau, on est tous ressortis de là épuisés. Et on s'est dit, mais j'ai vu tellement de gens, j'ai parlé toute la journée et j'ai perdu ma journée. Mais en fait, non, on a recréé le lien. Et c'est vraiment comment on crée le lien au quotidien dans les collectifs. Et le dernier point sur comment on intègre les sièges, les bureaux tout du moins, à cet écosystème de tiers-lieux et de maisons, c'est d'événementialiser les espaces. Ce que je disais au préalable, c'est aujourd'hui, le manager, quand il organise une réunion d'équipe, il est en compétition avec le livreur de machines à laver. Et il faut que quand le collaborateur se donne la peine de venir à sa réunion d'équipe,
eh bien, ça vaille le coup. Et pour ça, il faut aider nos managers. Donc, il faut leur faire des espaces de réunion qui ne soient pas des espaces de réunion bêtes et méchants, avec une grande table où il ne se passe rien. Il faut qu'ils soient bien équipés. Il faut qu'ils puissent avoir que quelqu'un puisse amener le petit déjeuner. Je ne sais pas, quelqu'un de l'équipe va faire un gâteau. Il y aura la possibilité d'avoir un café tout de suite. En fait, ça va créer notre atmosphère. Et ça va aider les gens à avoir envie de revenir au bureau et de ne pas faire livrer leur machine à laver pendant les réunions d'équipe. Donc pour moi, ça c'est un troisième point important. Donc, on veut créer des lieux, on referme les espaces et on va chercher à événementialiser, aider les managers à faire revenir. D'accord. Alors, dernière question avant de répondre cette fois aux questions des participants, qui correspond d'ailleurs, je l'ai vu, à une des questions posées. Comment vous voyez les nouveaux espaces, les nouveaux modèles d'espaces de travail émerger dans les années à venir? Quelle forme ils prendront de votre point de vue? On va commencer par Jean-Pierre et puis je poserai la même question à Marc. Oui, en effet. Alors, c'est une vraie question. Il y a d'abord une question plus générale, plus géographique, qui est importante, c'est qu'on observe, notamment une étude récente qui a été faite là-dessus, le maintien d'une attractivité centrale au niveau des grandes agglomérations. Ça, c'est un élément qui est confirmé. C'est des lieux de pouvoir, c'est des centres de décision, il y a une espèce d'atmosphère urbaine, intellectuelle, technologique, réseau, etc. C'est là que se prennent les décisions. Même s'il y a ce qu'on appelle des externalités négatives. On le voit bien notamment à San Francisco, où là, il y a quelques problèmes, c'est-à-dire très concrètement des bruits, de la pollution, des coûts immobiliers qui explosent. Mais malgré tout, effectivement, cette tendance demeure. Alors, il y a une délocalisation qui s'est faite, effectivement, dans la période antérieure et postérieure, mais simplement, le Covid l'a accéléré. Ça a été fait, il y a une étude notamment très intéressante qui s'appelle Étude d'exode urbain, qui montre bien que c'est un mythe et des réalités qui ont été effectivement un petit peu exagérées. Donc, grossièrement, fondamentalement, effectivement, l'attraction des grandes villes, des territoires est toujours là et va demeurer. Bon, je pense qu'il y aura effectivement, comme le dit Marc, mais de manière, tout ce qu'a dit Marc sur les open space, les flexofix, les bureaux individualisés, tout ceci va effectivement se développer. Ça, c'est tout à fait clair. Tout le monde a compris aujourd'hui que le taux d'occupation d'un bureau effectivement vide, ça peut pas rester. Donc, c'est un véritable problème. Qui est partagé. Il y a un taux d'occupation qui chute inévitablement. Dernière remarque, peut-être aussi ne pas oublier, et ça il y a des débats là-dessus sur l'importance, bon, les activités télétravaillables, alors selon les études il y a beaucoup de débats, mais c'est pas forcément une majorité. Alors il y a pas mal d'études qui parlent d'un tiers, d'autres qui parlent un peu plus. C'est quand même des activités liées à des cols blancs, même s'il y a des exceptions comme les pilotes de ligne ou les chirurgiens, effectivement, mais globalement quand même, ce sont des activités qui touchent des activités à composante intellectuelle, surtout des attractions dans les grands groupes avec des notoriétés établies. Donc, ce qui effectivement constitue un petit peu un débat entre ceux qui sont là, qui ont l'avantage, la possibilité effectivement, notamment l'univers des consultants, des travailleurs du savoir en général, et les autres. Voilà. Donc, je dirais que c'est un petit peu les principaux points que je vois de mon point de vue sur cette question. Très bien. Marc, rapidement, s'il vous plaît, on est un petit peu hors délai. Alors, je sais qu'en général, Webikio nous autorise 5-10 minutes, voire 15 complémentaires. Donc, si les participants peuvent rester avec nous, on pourra dépasser quelque peu les 45 minutes prévues initialement. Mais voilà, si on peut avoir une réponse assez synthétique. Désolée pour… Oui, c'est notre faute, on a été trop bavard. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a anticipé certaines questions. Donc, de toutes les études et les retours d'expérience que nous avons chez nos clients, première chose, c'est le lieu de travail va rester un lieu de production et un lieu de la besogne. On a beau être des travailleurs du savoir, on ne va pas switcher. Le multitask, c'est un mythe. On a besoin de se concentrer et de temps pour la concentration. Ce qui nous arrive aussi, c'est l'intelligence artificielle. Et si vous avez vu quelqu'un travailler avec l'intelligence artificielle, il a plutôt besoin d'un poste de gamer que d'un canapé.
avec 2 écrans, 3 écrans, des choses comme ça, parce qu'on va monitorer des robots. Donc, un lieu de production et un lieu de production qui doit rester ergonomique. Ça doit aussi être un lieu de liberté, on l'a vu avec nos teams, nos personnes qui font des teams, des personnes qui vont venir pas parce que ils peuvent pas rester chez eux, et ça touche toutes les générations. Hein. On a une dame un jour qui me dit mais vous êtes gentil, moi je vais venir au bureau parce que mon mari est à la retraite et je veux pas rester chez moi parce qu'il regarde la télé toute la journée, c'est insupportable. Et elle a raison, il faut qu'elle puisse venir au bureau puisque le télétravail, il faut le rappeler, c'est quand même le principe d'un double accord entre le salarié et l'organisation. Le troisième point, c'est que le digital, on en parle beaucoup. Il ne faut vraiment pas le considérer comme un pansement. C'est un accompagnateur. C'est quelque chose qui va créer des scénarios d'usage. Et il faut faire attention à l'utiliser à bon escient. On a tendance à vouloir en mettre partout pour n'importe quoi. Alors là, mes collègues vont me détester. Mais de faire attention à l'utiliser de la bonne façon et qui réponde à des vrais problèmes. Et le dernier point, Jean-Pierre l'a évoqué, aujourd'hui, avec le télétravail, on n'est plus beaucoup au bureau et certains commencent à fermer leur bureau et je pense qu'on arrive sur un gros problème sociétal. Fermer un bureau le vendredi, ça veut dire qu'il est utilisé 23% du temps si on considère que les autres jours, il est utilisé 10 heures par jour. Donc, ça veut dire qu'on a des immeubles qui sont vides. Ça veut dire qu'on tue nos commerces de proximité puisqu'ils ont un jour, 1/5 de leur chiffre d'affaires, même si le vendredi était un peu moins déjà avant, mais ce n'était pas autant le cas. Donc, on a un vrai problème sociétal. On a un problème aussi d'optimisation de nos ressources. On parle beaucoup de développement durable. Il faut savoir que ce qui coûte cher en carbone dans un ensemble de bureaux, ce n'est pas forcément son exploitation, c'est entre 15 et 20%, c'est sa construction. Donc, notre enjeu aujourd'hui, il est de construire moins et d'utiliser mieux ou de ce qu'on a déjà, de l'utiliser. Et donc, pour moi, la question, elle est plus de dépasser le cadre individu de moi, je veux faire du télétravail le vendredi, c'est quand même mieux pour partir en week-end, à comment on fait pour habiter des immeubles d'une manière plus pérenne, plus inclusive au sein du quartier et de limiter notre impact. Parce que concrètement, choisir de fermer un immeuble le vendredi, c'est un impact sur des commerces de proximité et c'est refuser d'optimiser de 20% sa surface. Et donc, consommer beaucoup de carbone pour pas grand-chose. Très bien, merci pour cette conclusion à l'un et à l'autre. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont parfois de nature assez différente. Je vais en prendre quelques-unes. Le flex office conduit-il à une individualisation du travail? Alors, il y a 3 questions en une. Je vous les pose toutes les 3 directement. La notion de collectif est-elle un besoin de tous les salariés? Et quel impact sur le sentiment d'appartenance et la culture d'entreprise? Ouais, ça c'est une bonne question que j'aime bien. Regardons pourquoi les gens démissionnent. Ils démissionnent parce qu'en général, ils n'aiment pas leur manager. Et ça montre en fait que l'enjeu de l'appartenance est l'enjeu le plus important. Le plus important, et c'est vraiment le flex office va créer un peu plus de travail d'animation de l'équipe. Et c'est ça le vrai enjeu pour dépasser cette logique individuelle. Parce que comme l'a expliqué Jean-Pierre, c'est des environnements basés sur les activités. Et donc, si aujourd'hui, je dois faire ça, je vais choisir cet espace. Et en fait, de temps en temps, il faut aussi qu'on se retrouve ensemble pour avoir nos fameux rites. Donc oui, c'est une approche qui individualise et c'est toute la réflexion de comment on va créer du collectif. Mais finalement, c'est la même question qu'on a quand on fait des bureaux classiques, sauf que c'est de l'impensé. Chacun est dans son espace. Là, on va chercher à avoir une réflexion parce qu'on est dans une logique d'optimisation de la ressource. D'accord. Ça répond à la question. Merci. Si, je pense que ça y répond tout à fait. Alors, d'après vos observations, quel est le retour sur investissement, pas uniquement financier, de la création de ces modes de travail hybrides? Alors oui, on a beaucoup de gains matériels et ce qu'on appelle des gains immatériels. Concernant les gains immatériels, eh bien, c'est comme la performance, et Jean-Pierre le dira mieux que moi, et personne ne sait vraiment mesurer de façon objective la performance, notamment dans le travail tertiaire. Ce qu'on sait, c'est que différentes études montrent que beaucoup de collaborateurs ne feraient pas le retour en arrière. Beaucoup de collaborateurs,
Et il y a une précision importante dans ces beaucoup, en fait, c'est ceux qui ont joué le jeu. Et ça, nos retours d'expérience le montrent. Si on choisit de jouer le jeu, qu'on se pose la question de comment on va travailler demain, eh bien, on aura un plus grand succès et une plus grande satisfaction. Parce que non seulement on aura produit des espaces qui vont bien, mais on les utilisera d'une façon adaptée à notre activité et à notre collectif. Et contre-intuitivement, les équipes qui marchent le mieux dans un environnement flexible sont les équipes d'ingénieurs. Parce que les équipes d'ingénieurs sont celles qui ont l'habitude de réfléchir à leur mode de fonctionnement. Et ça, c'est IBM, c'était les ingénieurs, c'est ça, hein? Exactement, ingénieurs commerciaux. Voilà. Un petit complément dans ce que dit Marc rapidement. On voit qu'il y a beaucoup d'études ont été faites. Alors, l'ANAC parle de qualité de vie au travail. Nous, on parle plutôt de bien-être, mais on ne va pas chipoter là-dessus. Il est clair aujourd'hui que toutes les études et les recherches montrent qu'effectivement, il y a un certain lien entre qualité de vie au travail, bien-être et performance, notamment à travers deux critères importants. D'une part, des espaces qualitatifs qu'on a évoqués, ou effectivement des espaces attractifs au sens activité base working en particulier, et maturité managériale, c'est-à-dire une capacité effectivement à avoir une entreprise qui délègue, qui travaille en réseau, etc. On voit bien dans de nombreuses études que ces deux conditions, ces deux aspects conditionnels contribuent en tous les cas à favoriser ce lien entre performance et qualité de vie au travail. C'est tout à fait important et c'était vérifié. Merci. À vouloir créer des espaces polyvalents, ne va-t-on pas finir par proposer des espaces peu adaptés aux différentes activités? Oui et non. D'un point de vue pratico-pratique, je ne connais pas votre environnement de travail actuel, mais si on regarde aujourd'hui, par exemple, on voit Marussia, votre bureau, qui a l'air d'être un bureau somme toute assez classique et sans doute très fonctionnel, mais il est adapté à toutes les activités. Vous pouvez sans doute travailler toute seule, peut-être s'il est fermé, vous pouvez recevoir. Et votre bureau, on se rend compte que vous avez la perception qu'il est très personnel, parce que si c'est le vôtre, vous avez ajouté une touche de personnalisation. Mais le bureau d'à côté est sans doute fait sur le même modèle. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est de se rendre compte qu'il y a des standards qui sont définis par l'ergonomie, qui répondent quand même à une grande partie de nos besoins. Et aujourd'hui, quand on construit les espaces, on va beaucoup parler de lieux multi-usages. En fait, c'est de donner des possibilités à partir d'une bonne ergonomie de faire des choses différentes. C'est pour ça qu'on va se dire il faut pouvoir déplacer la table, parce que si on veut pouvoir faire une session un peu plus debout, dynamique, pouvoir le faire. Mais une table reste une table. Une chaise de travail confortable reste une chaise de travail confortable, et une chaise inconfortable aussi. Donc, on est vraiment sur une approche on se dit oui, multi-usage, on standardise sur de la bonne ergonomie, mais c'est aussi parce qu'on a des retours d'expérience où on a cherché à avoir des salles de créativité comme ci, des salles de créativité comme ça, des salles de brainstorming. Et en fait, à force de trop spécialiser les espaces, à chercher à avoir chaque espace qui devient adapté à un usage bien spécifique, en fait, votre expérience du lieu de travail devient ingérable et insupportable parce que on est tous connus cette situation où vous devez organiser une réunion d'équipe et la seule salle de réunion disponible est la salle toute rouge avec pas de chaises. Quand vous devez faire une réunion d'équipe, c'est moyennement pratique, surtout si vous devez faire une revue de chiffres, par exemple. Ce n'est pas du tout adapté. Donc, en fait, trop de diversité va aussi complexifier l'expérience du lieu de travail. Donc, il y a aussi un bon sens à revenir sur quelle est la base d'une bonne expérience. Et là, commencer par l'ergonomie. Comment intégrer des activités nécessitant un haut niveau de confidentialité dans un environnement de flex office? C'est une très très bonne. Alors, le bruit et la confidentialité sont les principales objections au flex office, avec le fait de je ne vais pas avoir de place, il faudra que j'arrive à 8h30 le matin. La confidentialité, ça se gère très très bien parce que les fuites en entreprise sont liées à des comportements humains déviants, on va dire ça comme ça. L'exemple type, c'est une DRH qui, ça je m'en souviendrai très longtemps, qui me explique qu'elle ne peut pas être dans un environnement ouvert parce qu'elle gère les payes de toute la boîte. Oui, sauf que la semaine d'avant, cette dame a envoyé à toute la boîte le fichier de la paye. Et que cette dame part aux toilettes sans verrouiller son ordinateur et sans fermer son bureau. Voilà.
Et je pense qu'en fait, le vrai sujet, il est là. Ensuite, on va avoir des équipes, par exemple, qui sont en charge, c'est souvent des RH, c'est de la fusion-acquisition, des choses comme ça. Et en fait, ce qu'on fait en FlexOffice, c'est que, et c'est pour ça que je disais au préalable qu'il n'y a pas un FlexOffice, il y a des FlexOffice au sein d'une entreprise, toujours. Et elles vont avoir un territoire à elles, avec des aménagements à elles. Le juridique aussi, en général, va être concerné. Donc, on va faire des sous-environnements. Et donc, il y aura le quartier de la RH. Et généralement, au sein de l'équipe RH, on peut échanger et on peut partager des sujets. Et le vrai sujet, je le répète, est d'abord un sujet humain sur la confidentialité et après un sujet d'espace. Et l'espace vient appuyer ça. Il reste après le sujet des conversations confidentielles, des actions managériales, notamment, on pense aux entretiens individuels ou aux entretiens de recadrage. Là, c'est un sujet de qualité acoustique des espaces qu'on va produire. S'il y a beaucoup d'espaces fermés, il faut qu'il soit ça. Il y a un sujet de privacité. On n'a pas envie de recadrer quelqu'un au vu de tout le monde. Donc, il y a des espaces qui doivent être un peu plus à l'écart pour ça, mais ça se gère très bien. Et après, il y a la confidentialité des dirigeants, mais là aussi, on va les traiter comme une équipe. C'est un sujet qui se traite bien, la confidentialité. Très bien, merci. Alors, une dernière question sur est-ce que le bureau de demain n'est pas totalement virtuel? Alors, vous avez plutôt dit que non, enfin, d'après vos réponses, en tout cas, sur les perspectives. Alors, mon point de vue personnel est que non. Pourquoi? Parce que mais c'est très personnel. Je ne vois pas trop l'intérêt de vivre dans le métaverse. Personnellement, ça m'ennuie. Sociétalement, je pense que c'est pas bon du tout parce que ça veut dire que je suis quelque part pour être ailleurs. Donc, je vais consommer de l'énergie pour être ailleurs. Je vais avoir miné un territoire puisque pour faire du métaverse, des choses comme ça, il faut avoir des énormes data centers, je ne sais où, qui sont des objets urbains peu intéressants pour les quartiers en général, du moins pour les habitants. Voilà. Après, c'est pas forcément. Enfin, dans la question n'était pas forcément un souhait. Je pense que c'était plus un. Oui. Voilà, donc, je pense que de mon point de vue, non, j'y crois pas vraiment, mais je me trompe peut-être. Non, moi, je confirme ce que dit Marc. Par contre, peut-être en prolongeant la question, notamment sur l'innovation, parce que c'est quand même un aspect important dans les réflexions, on voit aussi que l'innovation, qui est un se fait beaucoup à distance, contrairement à ce qu'on croit depuis des années. Je dirais que les liens, d'une certaine manière, emportent plus que les lieux, peut-on dire, et qu'effectivement, là aussi, on a une extension du télétravail innovant à distance qui est important à souligner, comme ça a été souvent remarqué, par des études et des recherches notamment. Très bien, merci. Merci à tous les deux. Alors, je n'ai pas reposé la question sur l'environnement acoustique puisque je pense qu'elle a déjà été répondue à travers plusieurs témoignages de Marc, notamment sur la prise en compte de cette question. Et qu'on arrive bientôt à 1h et que là, il va vraiment falloir arrêter le webinaire. Merci à toutes et tous d'y avoir participé. Merci vraiment à tous les deux pour cette mise en perspective à la fois historique, sociologique, qui rappelle à quel point, en amont de la conception des espaces de travail, doit être pensée l'organisation du travail à venir, qu'il soit individuel ou collectif. Merci encore, très bonne semaine du télétravail et à très bientôt. Vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire, bien évidemment, à l'issue de celui-ci. Merci. Merci.